Exercice 171 à partir de la page 46. On va garder ça un peu léger pour cette dernière séance. Je veux dire, on va faire l'exercice, mais on a déjà vu beaucoup de ces points dans les autres sessions sur les lignes de rupture. À la fin de celle-ci, là où on passe en revue les exports, donc on va revoir certains de ces éléments, puis faire des choses nouvelles, comme souvent vous voudrez le faire. Vous savez, vous avez cette ortho, cette image en très haute résolution que vous avez créée, qui, comme vous le savez, est d'une taille très importante. Donc, l'une des choses que nous allons aborder aujourd'hui et que nous n'avons pas encore vu dans cette conférence, c'est comment rendre cela plus facile à gérer. Comment réduire cela à une taille utilisable dans certains des logiciels de CAO plus anciens ou moins performants. Et puis tout à la fin, nous verrons aussi l'export au format LandXML. Je pense donc que cela sera utile à beaucoup de personnes. Comme je l'ai dit, nous ouvrons LP 360. Cliquons sur la boîte de dialogue Ajouter des fichiers ici en haut. Cliquez sur l'onglet LS ici en bas, pardon, en haut à gauche. Cliquez sur le bouton plus et ajoutez ces fichiers LAS. Encore une fois, il ne s'agira pas de fichiers LAS, mais de fichiers LAZ, c'est-à-dire des fichiers LAS compressés. Et nous allons les sélectionner. Il y a cette petite option ici en bas à droite. Basculez-la sur Release. Sélectionnez les fichiers et cliquez sur Ouvrir. Je répète simplement ce que j'ai dit ces derniers jours. Vous avez ici des options avancées dans la boîte de dialogue d'importation pour consulter le système de coordonnées, le type de fichier, ce genre de choses. Et ensuite, choisissez simplement les options par défaut. Définissez ceci en lecture seule. La classification nécessaire est faite. Nous allons revoir l'export d'un projet traité. La classification n'est pas parfaite ici, mais nous abordons les concepts. Ouvrez-le en lecture seule. Laissez le pyramiding LP Lives et cliquez sur OK. Attendez une minute. J'ai peut-être été un peu rapide sur certains points, donc si j'ai perdu quelqu'un, faites-le moi savoir. Allez-y et ouvrez-les simplement. Nous allons donc patienter un instant. Est-ce que ça fonctionne correctement? En examinant tous les éléments de la situation, je peux confirmer qu'il me semble effectivement que la réponse à votre question est positive. Ce sera bientôt terminé ici. Ensuite, nous ajouterons encore quelques fichiers. J'ai oublié d'ajouter quelques fichiers. Ce n'est pas grave, c'est bien pour s'entraîner. Vous voyez en bas à gauche, lorsque vous les ajoutez, cela vous donne une mise à jour de ce qui se passe. Si vous ne le voyez pas encore, LP 360 semble un peu figé. Si vous regardez en bas à gauche, il y a souvent une mise à jour. En ce moment, il autorise les fichiers. Voilà, les données sont chargées. Cliquons à nouveau sur cette boîte de dialogue Ajouter des fichiers en haut. Et cette fois, cliquons sur l'onglet Raster, cliquez sur la petite croix verte, le petit bouton plus et sélectionnez Ortho. Sélectionnez simplement le plus grand ortho, il s'appelle simplement Ortho Tough. Dans le dossier Ortho, parmi les fichiers que vous avez extraits, cliquez sur Ouvrir. C'est le même principe. Si on fait défiler vers la droite, finalement, si l'ortho possède des informations de rubricaté well-known text, vous pouvez voir le système de coordonnées et d'autres attributs de l'ortho. Cliquez sur l'onglet Entité à droite de l'onglet Raster en haut et ajoutons simplement toutes les entités avec lesquelles nous avons travaillé hier. Donc, il s'agit de bordure, drainage, mur. Nous pouvons aller les ajouter toutes en même temps et cela va placer ces entités sur des couches séparées lors de l'importation. Voilà, c'est ça. On devrait être prêt à y aller ici. Je vais cliquer sur OK. Donc, tout devrait être là-dedans. Et remarquez que je n'ai pas vraiment abordé cela ces derniers jours. Mais si vous utilisez LP 360 et c'est un peu, nous regardons dans la table des matières en observant les différentes couches, les couches du dessus, comme si on regardait un sandwich de haut.
Et au fur et à mesure qu'on enlève les couches, il y a différentes couches dans ce sandwich. Donc vous pouvez cliquer gauche et maintenir n'importe quelle couche et vous pouvez ajuster sa position dans ce sandwich, pour ainsi dire. Donc je vais déplacer la couche raster au-dessus des LA et je peux la redescendre. Je voulais juste vous signaler que vous pouvez vous amuser avec ça. Une autre chose, une sorte d'œuf de Pâques que beaucoup de gens ne connaissent pas. Cliquez droit, vous pouvez suivre avec moi si vous voulez, mais faites un clic droit sur la couche LAS, allez dans Transparence, il y a une option pour la transparence, et on peut en fait ajuster la transparence du LAS avec l'ortho. Donc ça ne nous aide pas forcément pour l'exercice qu'on fait maintenant, mais je voulais juste que vous en soyez conscient. C'est juste un outil sympa si vous faites de la classification, peut-être de la conflation, ou si vous voulez suivre certaines entités. C'est pratique pour suivre où se trouve le l'AES, les données avec l'ortho et peut-être même une carte de base. Donc, je vais cliquer sur OK ici. Ajoutons une couche VMS. Je vais donc faire ça en haut. Cliquez sur Google Hybrid. Les données s'affichent parfaitement et enregistrons le projet. Je vais aller en haut à gauche. Je vais cliquer sur Enregistrer le projet. Comme nous en avons parlé hier, si je clique sur cette petite ellipse à droite, cela va automatiquement m'emmener à l'endroit d'où provient ma dernière exportation. Peut-être que je veux le placer quelques niveaux plus haut par rapport à l'endroit où je l'ai fait, d'où proviennent les données originales. Je vais donc mettre ceci dans le dossier où se trouvent mes données initiales. Voici les données. Nommez le projet Export CAD selon l'étape 7, page 46 ou le nom de votre choix. Vous pouvez voir que le système de référence spatiale est déjà chargé. Il l'a récupéré à partir des dernières données que nous avons importées. Ensuite, je clique sur Enregistrer le projet. Il me demande simplement si je veux créer ce dossier, ce fichier et à cet emplacement. Et je réponds oui. Très bien. Alors, la première chose que nous allons faire et que nous avons déjà faite ces derniers jours, c'est simplement exporter en DEM avec l'application de la contrainte des lignes de rupture. Jetons donc un coup d'œil rapide aux données pour nous assurer qu'elles sont correctes. Je vais donc aller en haut ici puisque c'est un MNT que je produis. Nous voulons voir à quoi ressemble la surface. Je vais donc cliquer sur l'option à droite de l'affichage de la légende. Pour passer de l'affichage des points à la surface thin et à quelques autres options ici, cliquez sur Surface thin. Ensuite, je vais changer le filtre pour le système de sol. Nous allons donc simplement regarder comment la classification a été faite afin de vérifier si tout semble correct avant de procéder à l'exportation. Et on peut faire quelque chose d'aussi simple que aller dans la vue carte en haut, cliquer sur Afficher en 3 dimensions ici, puis simplement observer nos différentes zones de ligne de rupture. Il suffit de vérifier, d'accord, est-ce que ça ressemble à ce qu'on veut obtenir? Vous vous souvenez d'hier quand nous travaillions sur les lignes de rupture et du jour d'avant? Si je fais une sorte d'Easter egg ici, en faisant un contrôle-clic gauche sur le bouton des lignes de rupture, nous pouvons alors appliquer les lignes de rupture. Je vais les activer toutes. Je vais aussi activer la topologie à la volée aujourd'hui, modifier les classes. Nous en avons parlé. La classification est déjà faite. C'est la classe 20. Ignorer le sol. Cliquez sur OK. Ensuite, activez cette ligne de rupture. Voyons simplement à quoi cela ressemble. Bien sûr, il faut traiter les données pour voir quel est le résultat. Avec le clic gauche maintenu, glissez pour zoomer. Utilisez le clic droit en vue 3D pour pivoter ou les deux boutons simultanément pour déplacer la vue. Vérifions si cette ligne de rupture convient avant l'export. Je peux même désactiver les données LAS en cliquant sur cette légende et simplement m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur grossière dans ce fichier shapefile que nous avons produit. Et donc, nous pouvons faire cela aussi dans les deux autres emplacements. Je vais juste faire ça rapidement. Je vais aller désactiver la vue en profil, puis je vais zoomer sur notre mur ici en bas, faire la même chose, juste un petit contrôle de cohérence. Vérifier ici, faire un peu d'analyse pour m'assurer qu'avant de passer du temps à produire mon MNT, MDT, les données ne semblent pas incorrectes.
et simplement s'assurer que les lignes de rupture sont bien appliquées comme on le souhaite. Regardons encore une fois ce fossé de drainage. Assurons-nous simplement qu'il n'y a pas de problème majeur. Allumons et éteignons la ligne de rupture, ça me paraît correct. Bien sûr, je ne l'ai pas encore fait, mais vous pouvez passer de la vue en élévation à la classification et simplement vérifier que tout est comme vous le souhaitez. D'accord, alors allons-y et exportons ces données. Juste le MNT avec les lignes de rupture appliquées. Donc, cliquez sur Projet en haut à gauche. C'est un peu, comme je l'ai dit, une répétition de ce que nous avons fait ces derniers jours, mais je pense que c'est bien de s'entraîner. Choisissez un type d'exportation dans l'assistant d'exportation ici en haut, toujours dans l'onglet Projet, puis cliquez sur Surface dans le menu déroulant. Souvent, je veux dire, vous savez, nous avons exporté des géotifs ces derniers jours, mais il y a beaucoup d'autres options ici. La raison pour laquelle nous utilisons généralement le format géotif, c'est que, je veux dire, la plupart des gens veulent ce format simplement parce que c'est celui dont ils ont besoin. Mais, et dans un instant, nous allons refaire la même chose que les derniers jours. C'est-à-dire qu'une fois que nous avons créé le MNT, s'il est au format géotif, nous pouvons utiliser la fonction tem2las. Ainsi, nous pouvons créer une couche LAS à partir de ce MNT en grille et nous aurons un jeu de données LAS en grille. C'est donc une autre raison pour laquelle nous avons choisi cette option. Comme vous le voyez, la longueur du bord de cellule, faisons-la assez petite. En fait, allons même un peu plus petit que ce que j'indique à l'étape 2 à la page 47. Faisons 20 cm au lieu de, je crois que dans les exercices, je vous avais mis un tiers de mètre, mais faisons 20 cm. Les jeux de données sont en mètres ici. Filtre des points d'entrée en haut à droite. Cliquez dessus et sélectionnez le système Ground. Allez-y et cliquez sur OK et activons l'application des lignes de rupture. Toutes les lignes de rupture, modifiez les classes, même classe 20. Quelle est l'option Outer Areas? L'option Outer Areas. C'est une bonne question, donc vous n'êtes pas obligé de suivre en même temps. Je vais simplement créer rapidement une zone d'exclusion pour vous montrer à quoi cela ressemble. Alors, voyons voir. Considérez cela comme, en gros, vous voulez qu'il y ait un vide dans vos données. Vous savez, vous ne voulez pas que cela soit représenté dans le jeu de données ou le MNT. En gros, cela va simplement l'exclure. Donc, j'essaie juste de trouver un bon exemple. Je veux dire, très souvent, les zones d'exclusion se trouvent sur le bord de votre projet. Ou, vous savez, il se peut que vous vouliez exclure un plan 2. Donc, en gros, généralement, les zones d'exclusion sont des polygones que vous laissez de côté. Et ce ne seraient pas des points ou, comme dans ce scénario, des lignes de rupture que nous utilisons. C'est, vous savez, les polylignes et les zones d'exclusion sont liées à la façon dont vous numérisez le polygone. Donc, une zone d'exclusion peut être aussi simple que de dessiner une limite et de la tracer dans le sens antihoraire. Et vous dites, voilà la zone d'exclusion. Donc, cela exclut tout ce qui se trouve en dehors de ce polygone, ce genre de choses. Alors, laissez-moi revenir à l'assistant d'exportation. Très bien. Laissez-moi donc prendre un instant pour reconfigurer tout cela de manière appropriée. Dites-moi si je perds quelqu'un. C'est une session assez simple et facile aujourd'hui, donc j'espère que je ne suis pas trop confus ici en faisant les réglages à un rythme où vous n'arrivez pas à suivre. Filtre des points d'entrée, nous allons choisir à nouveau le sol. D'accord, je pense que ça a l'air bien. Type d'exportation géotif suivant, et nous allons simplement faire une extension de base. Je crois que c'est ce que j'ai demandé dans le document d'exercice. Je pense que c'est logique. Mais bien sûr, vous disposez d'autres options pour définir la zone sur laquelle vous souhaitez exécuter cela. Je vais donc cliquer sur Suivant. Veuillez définir un emplacement de sortie. Cliquez sur cette ellipse ci-dessus. Et choisissons, je vais simplement appeler ça comme ça, DEM. C'est le nom du fichier.
Appuyez sur Enregistrer et puis terminer. Cela devrait ressembler beaucoup à l'exportation que nous avons effectuée hier. Je pense que nous en avons beaucoup utilisé de paramètres plus espacés pour la taille des pixels du MNT que nous avons produit. Cela ne devrait pas prendre trop de temps. Laissez-lui juste une minute. Nous faisons quelque chose d'un peu plus haute qualité juste pour que nous puissions mieux voir comment les lignes de rupture influencent le MNT. Donc cela ne devrait probablement prendre qu'une minute. Je vais peut-être même annuler le mien parce que ça prend un certain temps. Je ne sais pas. Est-ce que absolument tout le monde a terminé? Est-ce que tout le monde est actuellement en train de lancer? D'accord, c'est parfait. Normalement, cela ne devrait vraiment pas prendre trop de temps. J'ai fait un tiers de mètre la nuit dernière et ça n'a pas pris longtemps du tout. Là, ça prend beaucoup plus de temps. Attendez juste que ça se termine. Donc tout le monde est en train de lancer. Et toi, ça donne quoi au niveau du temps? Le tien, quoi? Ah d'accord. Attendez un peu, sinon on annulera pour un paramètre plus espacé afin de mieux comprendre le concept dans un cadre clairsemé. Je l'ai peut-être étranglé à cet endroit. Comme vous pouvez le constater, le temps estimé est très approximatif. Vous pouvez constater que le temps a diminué de 7 secondes et même de beaucoup moins de 7 secondes. Attendez une minute. Pendant que cet objet tourne encore, tout en observant ce mouvement qui se déroule devant moi, je vais me préparer pour frapper avec précision. Annuler 9C. Il y a une chose que je ne vous ai pas montrée, j'essayais simplement de faire simple et rapide. Je vais relancer ceci, et au lieu de l'exécuter directement, je vais le soumettre au gestionnaire de tâches et nous pourrons le suivre là-bas. Continuez à faire tourner le vôtre comme ici, comme c'est le cas. Et puis en haut à gauche ici, vous voyez ce petit drapeau et un petit bouton qui ressemble à une bulle de dialogue. Nous pouvons le suivre. Et là, l'exportation, et il nous l'indique. Si je fais défiler vers la droite, il nous dira depuis combien de temps il tourne, donc la durée. Donc je sais que ça va prendre quelques minutes à s'exécuter. Est-ce qu'il utilise la même quantité de sourcing obligatoire? Oui, c'est le cas. Donc pendant que ça tourne, je pourrais même lancer une autre exportation. Allez-y et mettez-la en file d'attente. Donc la prochaine exportation consiste à faire un... Alors, voyons voir un peu. Je crois que, si je me souviens bien, j'avais configuré tout cela pour que ça fonctionne.
Ah, je viens de mentionner que vous pouvez aussi créer un fichier ACI XYZ et nous avons vu ça hier. Donc laissez-moi en parler un instant. Vous savez, vous pouvez choisir un raster ACI ici ou, et bien sûr, cela devrait se faire sur le nuage de point final. Allez dans Points, ici en haut. Choisissez le format d'exportation ASCII XYZ et vous avez quelques options supplémentaires ici, mais il faudrait faire cela après avoir effectué un échantillonnage des données. Tenez-moi simplement au courant quand tout le monde aura terminé. Il vous reste environ 5 minutes. Combien de temps reste-t-il? Environ 5 minutes. Environ 5 minutes, d'accord? Laissez-moi juste un instant pour vérifier mon travail. Effectivement, je confirme tout à fait que cela est absolument correct et conforme à ce qui a été convenu. Allez, on y va les gars. Je ne veux pas que vous restiez là à ne rien faire, alors je vais faire la même chose. Ce que vous pouvez faire dans votre boîte de dialogue, c'est annuler. Donc je vais annuler le travail. Comme ça, ce sera réglé et je peux même le supprimer, m'en débarrasser, le retirer de ma liste si je le souhaite. Donc si vous voulez aller dans votre assistant d'exportation et qu'il est toujours en cours, cliquez sur Annulaire et changeons la taille de cellule à 1 mètre, juste pour gagner du temps ici. Faites-le rapidement, puis effectuez simplement la même exportation. Et si vous le souhaitez, vous pouvez soumettre votre candidature à John Manchin. Ou comme cette fois-ci, pour que vous puissiez suivre, elle est devenue beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide et cela vous permettra de progresser également. Un petit pourcentage de progression. Est-ce que ça fonctionne plus vite? Vous le convertissez en compteur. Quelle est la durée indiquée? 6 minutes. 6 minutes, d'accord. Josh, est-ce que tout le monde utilise le gestionnaire de tâches maintenant? Avez-vous essayé cela? D'accord. Eh bien, faisons encore un peu de mémoire musculaire ici. Appuyons à nouveau sur Annuler. Dites oui. Et vous devriez voir que cela prend 1 seconde. Laissez-lui juste un instant et cela devrait indiquer tâche annulée. Maintenant, si vous voulez supprimer cette tâche, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. Faisons-le encore une fois. Mais cette fois, faisons juste un sous-ensemble. Donc, comme nous l'avons fait hier, dessiner une fenêtre et cartographier. Faisons cela. Alors, revenez en arrière, retournez dans Exportation Assistant. Ça allait beaucoup plus vite hier soir. Je suis désolé, les gars, quand je m'entraînais chez moi avec ça. Nous allons utiliser une longueur de côté de cellule d'1 mètre pour gagner du temps. Et à l'étape 2, utilisez Dessiner, Fenêtre et Carte. Cliquez sur le bouton de l'outil Dessiner. Je vais cliquer gauche et maintenir. Je vais simplement le dessiner sur notre petite caractéristique de mur ici. Appuyez sur Suivant. Et ensuite, je vais simplement lancer ça une fois de plus. Et ça devrait aller beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà.
C'est parti. Bien sûr, vous pouvez toujours faire un MNT plus détaillé ou une exportation plus détaillée. Il faut juste attendre, évidemment, selon les ressources de votre machine. D'accord. D'accord. Donc si vous faites cela dans le gestionnaire de tâches, est-ce que tout le monde le fait dans le gestionnaire de tâches? Dites-moi simplement quand le vôtre est terminé. Le vôtre est-il aussi terminé? D'accord. Il suffit ensuite de cliquer sur Terminer le travail. Dites oui et vous devriez le voir ajouté à la carte. Je vais fermer le gestionnaire de tâches et voilà. Bien sûr, c'est probablement bien plus clairsemé que nécessaire. C'est juste pour montrer cette ligne de rupture, mais vous pouvez voir à peu près où la ligne de rupture a été appliquée. Alors allons-y et faisons la section suivante ici du MNT OLAS, c'est à la page 48. Donc, cliquez sur la boîte de dialogue Ajouter des fichiers en haut. Cliquez sur Dem vers LAS. Cliquez sur ce bouton plus et allez simplement chercher le MNT que vous avez produit. Cliquez sur Ouvrir. L'une des choses que j'aime faire, généralement, on crée cela uniquement à partir du sol, donc classe de destination. Cela va mettre tous les points que nous créons dans une seule classe. Donc, si vous ne choisissez pas de classe, il va le mettre dans la classe 0, créant ainsi une surclassification. Je vais sélectionner sol parce que je sais que c'est de là que proviennent les données, puis cliquer sur OK et il va créer des points à l'endroit. Je vais zoomer un peu, aller un peu plus lentement que ces derniers jours. Donc, il crée un point au bord. Je ne sais pas si vous pouvez voir cela, mais c'est la deuxième fois. Agrandissez les points. Donc, il crée un point au bord de chacun. À l'angle de chaque pixel, il crée un point d'élévation. Au dernier point, des moyennes des cellules pauvres environnantes. Oui, oui, ça doit l'être. Oui, c'est exact. Oui. En fait, je pense non, je ne pense pas. Je pense que c'est le coin supérieur gauche. Donc, quelle que soit la valeur du coin supérieur gauche, c'est celle-là pour ce pixel. Donc, cette valeur d'élévation vient de celle-ci. La valeur d'élévation pour celle-ci vient de ce pixel, et ainsi de suite. Donc, ça devrait venir du coin supérieur gauche de chaque pixel, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, je pense que cela a tout à fait du sens. Oui, parce que, regarde, ça correspond exactement à ce que je viens de dire. Donc, si tu regardes les pixels en bas, il n'y a pas de point tout en bas. C'est parce que ça vient de cette valeur du coin supérieur gauche, oui. Il m'a fallu un moment pour m'en souvenir. Allons-y et traitons les données que nous avons fait dem vers las. Allons-y et traitons les données. Et là, c'est le moment où tu fais le contrôle qualité et tu vérifies est-ce que ce dem ressemble à ce que je veux à peu près. Mais on peut aussi faire d'autres choses à partir de ça. On a aussi fait ça les 2 jours précédents. Donc, si on va dans l'assistant d'exportation en haut, il suffit de définir votre couche LAS active sur EM vers LAS. À partir de cette couche LAS en gris, on peut faire une exportation ACI XYZ. Beaucoup de gens veulent ça. Beaucoup de gens, des clients demandent Hey, je veux créer un fichier XYZ à partir de mes données et je veux que ce soit un DEND. Nuage de points aussi. C'est une excellente façon de faire et beaucoup de gens le demandent. Pour le filtre des points d'entrée, nul besoin de changer nos réglages précédents car la destination est déjà définie sur sol. Donc, tout devrait être correct. Je vais cliquer sur Suivante. Cette fois, nous allons simplement faire une étendue de base. Étendue de la couche LAS active. Nous n'allons pas dessiner une zone sur la carte et je vais configurer une exportation. Je l'appellerai simplement XPXZ. Cliquez sur Enregistrer. Finition. Comme vous voyez, j'ai choisi Soumettre au gestionnaire de tâches. L'avantage de Job Manager sur l'ancienne méthode est de pouvoir faire d'autres tâches en même temps.
Vous savez, si vous voulez continuer à classifier, si vous voulez continuer à faire d'autres choses, à travailler sur vos données, à importer des données ou quoi que ce soit d'autre dans LP 360. Vous pouvez continuer à faire cela pendant que ça s'exécute dans le gestionnaire de tâches. Vous pouvez aussi mettre des tâches en file d'attente. Donc, si vous aviez besoin de faire plusieurs exportations, par exemple, vous exportiez une section ici et vous saviez que vous deviez en exporter une autre. Dans ce jeu de données, enfilez-les simplement. Supposons que ça tourne encore dans le gestionnaire de tâches. Je retourne à l'assistant d'exportation pour lancer autre chose, et cela va simplement s'ajouter à la file d'attente dans le gestionnaire de tâches, donc cela peut vous être utile selon le scénario. La seule chose ici, c'est que généralement, quand il indique que c'est prêt, que c'est terminé, vous devez cliquer sur Terminer la tâche en haut à droite pour finaliser. Et bien sûr, quand je fais ça, rien ne va se passer dans la table des matières. Rien ne va se passer dans ma vue parce que j'ai fait cet export XXZ. Donc, je veux juste jeter un coup d'œil rapidement à cela. Comme hier, faites un clic droit sur une couche, puis ouvrir l'emplacement pour accéder à vos données. Je remonte ensuite d'un niveau vers mon dossier source. Et puis voilà, c'est notre fichier XYZ que nous avons généré. Je sais que certains attendent encore l'export de leur Mente. Tout le monde a rattrapé. Donc, l'une des autres choses courantes quand les gens travaillent dans différents logiciels de CAO, c'est que c'est très limité en ce qui concerne les rasters que vous pouvez charger, ainsi que la taille, le formatage et ce genre de choses. Nous créons généralement, si quelqu'un utilise Agisoft, par exemple, Metashape ou Pix4D, en général, vous créez cette grande ortho, il faut la générer au format BigTIFF pour pouvoir gérer la taille importante des fichiers orthophoto. Très souvent, les logiciels de CAO ne peuvent pas du tout gérer le format BigTIFF pour une image GeoTIFF. Elles ne se chargent tout simplement pas. Ou si vous parvenez à charger une image, les performances sont d'une lenteur insupportable et en fait, c'est tout simplement inutilisable. Je vais donc revenir à ma couche LAS habituelle. Je vais désactiver ces couches MNT, donc je vais simplement cliquer gauche, maintenir et déplacer cette couche raster vers le haut. Donc nous allons en gros réduire la qualité. Nous avons cette ortho que je vous ai donnée. Elle est au format PicTIFF. Elle a été produite avec Agisoft Metashape. Si je fais un clic droit dessus et que je vais dans Ouvrir l'emplacement dans l'explorateur, c'est un fichier d'environ 400 mégaoctets. Même quelque chose d'aussi petit, certains logiciels de CEO ont vraiment du mal avec un fichier de cette taille. Donc, l'une des choses que je vous ai données pour cet exercice, allez dans Point Task en haut, puis PCT Manager ici en haut à gauche et cliquez sur Importer ici en haut. Ensuite, naviguez jusqu'au dossier PCT Groups dans les données de l'exercice. Puis cliquez sur le groupe 2025 UC CAD Export. Cliquez sur Ouvrir. Je vais cliquer sur Favoris ici en haut. Cliquez sur ce groupe d'exportation et vous devriez voir sur la droite les PCT que nous avons mis de côté pour cet exercice. Une fois chargé, prévenez-moi en cas de souci. Cliquez sur Filter par en haut à gauche. En cliquant sur Groupe, un message dira « Attention, le PCT actuel n'est pas dans la liste filtrée des tâches sélectionnées. Ce n'est pas grave, ce n'est pas important, c'est juste un avertissement pour vous signaler que vous passez de quelque chose que vous aviez ouvert précédemment. Donc ne vous laissez pas perturber par ça. » Cliquez ensuite sur Orthoconvert. Voilà ce que nous allons mettre en place. Ou conversion orthopédique. Ensuite, cliquez sur Paramètres PCT actif. Ici, j'ai fait des tests hier soir. Réglez la vôtre sur environ 60. Nous avons la possibilité d'effectuer une compression JPEG supplémentaire sur les données afin de réduire considérablement la taille du fichier, mais la qualité est globalement très similaire à celle du fichier initial. Et nous pouvons également mettre à jour les pyramides. Ensuite, si vous importez cela dans un logiciel de CAO, vous devrez décocher l'option Créer un BigTIFF. C'est important. Donc en gros, nous convertissons ce fichier BigTIFF en un fichier au format TIFF classique. Gardez simplement à l'esprit que si vous décochez cette option et que le fichier est vraiment énorme, il se peut qu'il ne soit pas possible de générer le fichier.
Il existe une limitation de taille pour un simple fichier TIFF, donc il faut que ce soit quelque chose de taille raisonnable. Je veux dire, si vous avez survolé 10 000 acres et que vous avez une ortho de ce type qui fait 50 gigaoctets, cette méthode ne sera probablement pas suffisante pour vous. Gardez simplement cela à l'esprit. Remarquez que nous utilisons un test PCT qui n'est pas explicitement conçu pour cela. C'est une autre fonction de reprojection raster PCT, mais je l'utilise ici. Je ne fais en réalité aucune conversion de SRS, c'est-à-dire de système de référence spatial. J'utilise simplement cela pour réduire la qualité de l'ortho. Donc, sélectionnez le raster d'entrée. Si ce n'est pas déjà défini ainsi chez vous, si c'est défini autrement, il faut le spécifier. Je pense que par défaut, c'est défini sur Raster Layer 2, donc cliquez sur l'ellipse et sélectionnez simplement le raster correct que vous avez chargé. Le mien, c'est Raster 1. Ça devrait être le cas pour vous aussi. D'accord, donc tout devrait être en place. Pour le dossier de sortie, j'utilise l'option chemin du projet. Et si vous cliquez ici, c'est notre gestionnaire 2S. Nous avons différentes options ici et en gros, tout ce que j'ai fait, laissez-moi vous montrer. Vous pouvez cliquer dans ce chemin de dossier de sortie et le modifier comme vous le souhaitez. Et c'est cette option de chemin du projet. Et donc en haut à droite, vous avez le symbole supérieur à inférieur à. Je vais cliquer dessus et en gros, je dis que je vais le mettre ici. Donc, je clique sur Project en haut à gauche, puis sur Paramètres à droite. Je dis que je veux le placer ici en fonction du chemin du projet qui est défini pour le projet. Peut-être que je veux être un peu plus précis dans la façon dont je veux organiser cela. Donc, je pourrais même créer un nouveau dossier appelé ortho réduit. Et ensuite, je pourrais ajouter un anti-slash et aussi définir le nom du fichier. Donc, je dirais en fait, non, vous ne pourriez pas, pour cette option spécifique, vous sélectionnez simplement l'emplacement d'un dossier. Donc, peut-être que j'aurai juste un dossier ortho réduit défini. Je vais fermer ceci et aussi le configurer pour l'ajouter à la carte. Donc, disons que vous avez effectivement utilisé ceci comme une reprojection. Lorsque vous effectuez une conversion SRS, assurez-vous que l'option ajoutée à la carte n'est pas cochée. LP360 n'effectue pas de reprojection à la volée. Donc, en ce moment, je suis dans. Laissez-moi aller dans mon projet avec les bons paramètres. En ce moment, je suis en 93-2011, State Plane, Alabama, Est, mètre, ellipsoïdo. Disons que je voulais reprojeter cela en pieds US, et ensuite une hauteur orthométrique. Si vous faites cela en utilisant cet outil, assurez-vous encore une fois que l'option Ajouter à la carte n'est pas cochée. Si vous l'ajoutez à la carte, les données d'Eber n'auront pas l'air correctes car nous n'effectuons pas de projections à la volée et il va simplement sembler que les données sont décalées à un endroit étrange. Donc, si vous faites cela, enregistrez le projet, créez un nouveau projet et importez ce fichier reprojeté que vous avez créé et il apparaîtra alors au bon endroit. Très bien, je vais décocher Convertir SRS et je vais cliquer sur OK ici. Les paramètres sont comme je le souhaite. Cliquez sur la tâche Point en haut et exécutez simplement par couche active. C'est bon. Cliquez sur Oui et cela devrait être assez rapide. Et je pense, encore une fois, que le vôtre est réglé sur 60 par défaut, ou du moins comme je l'ai configuré. Ça devrait aller assez vite. Donc, il crée l'ortho initial, puis la deuxième étape consiste à pyramider le fichier, à générer des aperçus pour que l'on puisse zoomer et dézoomer, et que cela ne se comporte pas de manière étrange. Les performances sont un peu plus fluides. Est-ce que LBB6C a des recommandations concernant les paramètres de traitement recommandés pour MetaShape, R, Jury, Ortho? Oh, carrément oui. Nous avons un document d'aide à ce sujet. Laissez-moi juste aller voir ça. C'est une très bonne question. Il a simplement demandé si nous avions des recommandations en faisant référence à l'option Agisoft Ortho Mapping. Je vais donc cliquer sur Assistance en haut de la page.
consulter la base de connaissances. Il suffit de cliquer sur Base de connaissances. Oups, je ne suis pas connecté à Internet. Cela aiderait. Et saisissons Metashape. Prenons par exemple le logiciel Agisoft Metashape. Mais pour être tout à fait exact, la solution technique précise est Agisoft Orthomapping. Voilà, comment utiliser Agisoft Orthomapping. Et ensuite, nous passons en revue, vous savez, pendant que nous utilisons cet outil, les licences nécessaires. Et on fait un petit approfondissement des paramètres. Ici, avec les paramètres de base, vous pouvez obtenir une ortho assez correcte, puis on voit comment faire pour que l'ortho soit un peu plus propre si vous le souhaitez. Pour certains types de caractéristiques, il y a un peu de travail supplémentaire à faire. Et ensuite, on parcourt tout ça. C'est un peu, vous faites ça au début. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Et les bâtiments, les arbres, différents éléments comme ça peuvent avoir un meilleur rendu si vous utilisez certaines de ces options supplémentaires. En plus de cela, il y a un fichier de paramètres. Laissez-moi voir l'option du AO ici. Il y a aussi, nous abordons également les paramètres avancés dans ces articles, mais il existe un fichier msconfig supplémentaire si vous voulez vraiment aller plus loin avec certains des paramètres supplémentaires disponibles dans Metashape et les exécuter via LP360. Cela peut aider avec la balance des blancs. Il arrive souvent que des personnes effectuent une mission et que le soleil se trouve d'un côté de l'appareil, puis, lors des passages de lignes de vol, le soleil finit par être de l'autre côté de la caméra, ce qui entraîne un éclairage inégal. Donc, en utilisant ces options, la calibration, les couleurs, la balance des blancs, vous pouvez en fait corriger ce type de problème. Donc oui, oui. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions si vous en avez. D'accord. J'aurais dû simplement créer ce fichier raster. Laissez-moi voir où il a été enregistré. Je vais cliquer sur Projet ici, en haut à gauche, puis Ajouter des fichiers. Laissez-moi voir. Voici mon dossier OrthoRedus. Je clique sur Ouvrir. Je pense que je n'avais pas coché l'option Ajouter à la carte, donc je vais faire un clic droit sur cette couche Raster 2 et aller dans Ouvrir l'explorateur d'emplacement. Allez dans Affichage ici en haut, regardez les détails et on a essentiellement réduit la taille de moitié. On a essentiellement réduit la taille de moitié en changeant le taux de compression à 60%. Et allons-y simplement. Je vais juste utiliser la molette de ma souris pour zoomer sur l'ortho. Allumons-les et éteignons-les pour que vous puissiez voir. Voici l'ortho original. Zoomons sur ce petit cercle concentrique. Voici l'ortho original et voici celui à 60%. Je veux dire, on ne voit pratiquement aucune différence. Et on a en gros réduit la taille du fichier de moitié. Et donc, vous pouvez aller encore un peu plus loin. Alors, continuons à jouer avec ça pendant qu'on y est, juste pour que vous puissiez voir. C'est la loi des rendements décroissants. Une fois que vous compressez à un certain niveau, cela commence vraiment à affecter la fidélité des données et selon votre application, cela peut devenir inutilisable. Mais disons que vous voulez simplement avoir une vue d'ensemble du site sans forcément vouloir zoomer et regarder les pixels individuellement, vous pouvez encore réduire pas mal. Alors faisons un test ponctuel en haut. Cliquez à nouveau sur Paramètres PCT actif et changeons-le pour quelque chose comme 20. Essayons d'aller un peu plus loin. Nous faisons toujours référence à notre couche raster d'origine. Je vais changer cela pour l'ajouter à la carte cette fois. J'ai oublié de régler cela. Dites-moi si je perds quelqu'un. Je clique un peu partout assez rapidement. Donc, je vais cliquer sur OK et relançons simplement pour voir ce que donne 20. Chaque fois que nous réduisons cette valeur, nous choisissons de compresser le fichier encore plus. Donc, bien sûr, je pense que le paramètre par défaut est à 90, donc ce n'est pas aussi compressé. Allez-y.
Je réfléchissais, je sais bien que nous importons cela, mais je ne sais pas trop, c'est une excellente question. Si vous en avez besoin, avez-vous déjà fait une demande de fonctionnalité pour ça? Ah, d'accord. Mettons ça en haut de la liste. Oui, en effet. Donc laissez-moi, je vais prendre une petite note à ce sujet. Oui, c'est une bonne question. Effectivement, je vois de quoi vous parlez. Oui, parce qu'on a déjà quelques options d'importation là-bas, mais je ne pense pas qu'on puisse exporter quoi que ce soit à ce stade. Oui, Oui, c'est tout à fait exact. C'est précisément ce que vous venez de décrire là. c'est une bonne question. D'accord, donc cette couche raster a été produite. Je viens de cliquer, de maintenir et de déplacer ça tout en haut du sandwich, pour ainsi dire. Et zoomons là-dessus pour voir comment sa qualité a été réduite. Laissez-moi comparer. Alors, laissez-moi retourner à ce cercle concentrique. Donc, honnêtement, cliquons simplement pour voir. Vous pouvez voir que ça n'a pas tout à fait le même rendu. Mais si je fais un test de précision manuelle, une mesure là-dessus, j'ai encore largement assez de fidélité pour le faire. Regardons aussi rapidement un damier juste pour voir à quoi ça ressemble. Voyez, si je voulais mesurer le centre de celui-ci, je peux toujours le faire sans problème. Et faisons un clic droit sur cette couche Raster 3, ouvrons l'explorateur de localisation. Voyons voir. Oui, je l'ai réduite. En gros, ça vous l'avez à nouveau divisé par 2. Donc, c'est moins d'un quart de la taille des données initiales avec lesquelles nous avons commencé. À partir d'un fichier de 400 mégaoctets, je l'ai réduit à 70 mégaoctets, tout en conservant vraiment une grande partie de la fidélité. Donc, je pense que pour la plupart des utilisateurs et la plupart des applications, ce sera le paramètre et le flux de travail à privilégier pour réduire la qualité de l'ortho pour l'importer dans vos différents logiciels de CAO. La prochaine étape consiste à découper l'ortho en tuiles. Et pour être totalement transparent, c'est une opération vraiment délicate, pas seulement dans notre logiciel, mais aussi dans les autres logiciels. L'un des principaux inconvénients de l'utilisation d'une grille de fichiers shapefile pour faire cela, c'est qu'en général, on voit apparaître un petit espace de pixels entre les images. En présentant cela l'an dernier avec la version LP 360 existante, j'ai obtenu ce résultat. Mais actuellement, je constate un certain problème ici. Donc, vous allez voir ces espaces, mais je vais quand même passer en revue le flux de travail avec vous pour vous montrer comment cela fonctionne. Et puis, à un moment donné dans le futur, ce problème sera résolu. Donc, si vous avez vraiment besoin de cette fonctionnalité, envoyez simplement un email au support de geeky.com et faites-le moi savoir et je m'assurerai de vous prévenir lorsque ce sera résolu. Voyons tout de même le flux de travail. En version bêta, d'où ces problèmes. Regardons, je vais regarder nos PCT actifs, ceux que nous avons pour ce groupe. Cliquez sur OrthoGrid dans le menu déroulant et sélectionnez, regardons les paramètres PCT actifs. Et nous disons que nous allons créer une grille, c'est essentiellement une grille de taille 100 mètres, et nous allons créer une grille complète et nous allons cliquer sur Clip to the Input List Data, juste pour que cela s'aligne avec la list data. Donc, si vous avez l'ortho et la list data en même temps, vous pouvez en quelque sorte, cela correspondra mieux à la taille de votre ortho. Allez-y et cliquez sur By Active Layer en haut, puis cliquez sur Oui, et cela va créer cette grille de fichiers pour nous. Donc, en gros, nous sommes simplement en train de faire une grille de shapefile basée sur notre dernier jeu de données. Et nous allons l'utiliser pour découper notre ortho. Cela ne prendra qu'une seconde. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des questions au fur et à mesure. Donc, si cela prend un peu de temps, c'est en partie parce qu'il analyse les dernières données et essaie de s'y adapter. Si vous aviez décoché cette option, cela aurait été quasiment instantané. Gardez simplement cela à l'esprit. Si vous avez un très grand projet et que vous savez déjà, par exemple, que cela ne vous dérange pas de passer un peu de temps à découper le carroyage créé sur les bords du projet, alors vous pouvez sauter cette étape. Et voici de quoi je parle. Je vais cliquer sur les paramètres PCT actifs. Vous pouvez choisir pas de découpage.
Vous n'êtes pas obligé de faire cela avec moi, mais je vais simplement régler ceci pour créer essentiellement un nouveau fichier juste pour vous montrer la différence. Je vais lancer cela. C'est instantané. Alors regardons la différence. Donc ceci est le, voyez-le, et voici la différence. Cela devient plus important. Plus la forme est complexe, plus, je ne sais pas, plus vos données LAS sont de forme irrégulière. Mais en faisant cela instantanément, vous pouvez voir que nous avons quelques tuiles sur le bord qui ne vont pas vraiment avec. Et lorsque nous avons choisi ces données LAS d'entrée découpée, cela s'en est automatiquement occupé pour nous. Mais disons que vous vouliez que ce soit instantané et que vous vouliez simplement supprimer manuellement ces tuiles. Je vais donc vous montrer comment faire cela rapidement. Cliquez sur l'onglet Modification de l'entité en haut. Cliquez sur le bouton Flèche de sélection en haut à gauche. Je vais simplement sélectionner ces tuiles, maintenez la touche Ctrl enfoncée et vous pouvez en sélectionner une autre en plus de celle déjà sélectionnée. Supprimez ces entités. Enregistrer les modifications. Et nous revenons exactement là où nous étions lorsque nous attendions qu'il détermine où effectuer le carroyage. Donc cela chevauche réellement le LAS et pas simplement quelque part dans un endroit complètement hors sujet. Vous devriez donc avoir votre grille. Nous allons donc procéder à la découpe de l'ortho en fonction de cette grille. L'une des choses que j'aborde dans cet exercice, c'est essentiellement de vous expliquer comment, vous savez, nous avons créé cette grille. Je vais simplement zoomer. Si vous voulez zoomer en même temps que moi, zoomez simplement là où cette grille rencontre le pixel du raster. Je vais vraiment zoomer à fond. Voyez comme c'est décalé? Ce n'est pas obligatoire de faire ça avec moi. Je vais simplement vous montrer. Il faut vraiment que ce soit parfaitement aligné avec les bords du pixel pour éviter d'avoir ces... Je suppose que c'est le mode Surface Z qui est activé. C'était une erreur, mais c'est juste pour éviter d'avoir ces bordures noires de pixels quand vous découpez l'ortho. Là, je me suis vraiment mis dans l'embarras. J'ai eu du mal à déplacer ça, mais donnez-moi juste une seconde. Voilà, c'est bon. Je vais simplement faire annuler ici en haut. Vous n'avez pas vraiment besoin de faire ça. Je vous montre juste ce qui se passe. Même si je déplace ça au bon endroit et disons que je fais ça pour toutes les tuiles, il y aura quand même ces bordures de pixels à cause du problème dont je vous ai déjà parlé. Donc, on va juste l'exécuter tel quel cette fois, mais gardez à l'esprit que ce sera résolu plus tard. Cliquez sur Tâche de points en haut. Cliquez sur Ortho Tiling si vous voulez le faire avec moi. Cliquez sur Paramètres PCT actifs. Et en gros, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait avant. Donc, c'est cette conversion raster PCT. Mais en gros, on utilise ça. Nous allons exécuter par couche d'entité, puis nous pourrons lancer sur les tuiles individuelles pour déboguer. On va en quelque sorte découper cet ortho. Donc, allez-y et exécutez par couche d'entité. Cliquez sur OK, puis lancez aussi sur la grille ortho. Cliquez sur Exécuter. Maintenant, comme vous allez le voir, cela va créer tout un tas de fichiers raster en bas et je vais vous montrer ce qu'on en fait. Est-ce que tout le monde lance l'opération? Vous vouliez le faire? Donc, ça va prendre juste une minute. Il est simplement en train de passer en revue et de générer une tuile raster pour chacun des emplacements que nous avons créés. Vous pouvez le voir se construire dans la table des matières juste ici. Donc, l'une des choses que je vais faire, c'est réimporter tout cela dans une seule couche une fois que ce sera terminé. Il devrait donc avoir créé 17 images. Cliquez sur OK. Et maintenant, je vais simplement tout désactiver. Je vais sélectionner la couche en haut. Je maintiens Shift enfoncé, je les sélectionne toutes les couches. Et ensuite, vous pouvez faire une sélection multiple, puis tout désactiver. Je vais faire un clic gauche sur le côté et n'activer qu'une de ces couches pour que vous puissiez voir les tuiles individuelles qu'elle a produites.
Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, quand vous êtes dézoomé, disons que vous avez juste besoin d'une vue d'ensemble, ça a l'air correct. Remarquez que j'ai différentes options d'équilibrage des couleurs. Tout au long, je vais zoomer et il y a cet espace d'un pixel. Donc, selon votre application, vous importez simplement ceci dans un logiciel de CAO pour vous aider. C'est encore tout à fait utilisable. Donc, si vous avez un orthomassif, que vous importez ceci dans un logiciel de CAO juste pour vous aider à classifier vos données ou pour un autre point de données, c'est encore tout à fait utilisable. Voyez comment nous avons une différence de balance des couleurs, de balance des blancs ici entre les différentes tuiles. Je vais donc sélectionner toutes les tuiles dans la table des matières. Allons-y. Faites un clic droit sur l'une des tuiles, ouvrez l'emplacement et explorez. Nous voyons maintenant où cela se trouve dans les paramètres PCT actifs pour la sortie. Je l'avais défini sur le dossier ortho du chemin du projet, dans un dossier de tuiles, donc cela devrait s'y trouver. Mais avec ce dossier ouvert, je vais simplement copier cet emplacement. Il suffit de faire un CTRL-C dans la barre des tâches en haut. Et ensuite, je vais simplement supprimer tous ces rasters. Je vous montre juste comment vous pouvez faire. C'est une sorte d'autre astuce. Je n'irai pas jusqu'à dire un Easter egg, mais plutôt un conseil de workflow. Si vous voulez combiner plusieurs fichiers en une seule couche, cliquez sur le journal Ajouter un fichier en haut. Cliquez sur l'onglet Raster en haut. Cliquez sur le bouton Plus et je vais simplement faire un CTRL-V. Je vais saisir cet emplacement où se trouvent tous ces fichiers de tuiles. Puis sélectionnez-les et cliquez sur Ouvrir. Maintenant, je peux réimporter et cela va tout mettre sur la même couche. Je sais que ceux-ci sont déjà pyramidés, donc je peux décocher la pyramide et ça ira un peu plus vite. Cliquez sur Ouvrir. Et maintenant, tous ces fichiers restés sont tous regroupés dans une seule couche. Si nous cliquons sur l'onglet Fichier raster en bas à gauche, vous pouvez voir qu'ils sont tous chargés sur une seule couche. Et nous pouvons faire des choses comme avant, les activer ou les désactiver ici pour l'affichage. Je voulais juste vous montrer, c'est vraiment une astuce sympa. Si vous recevez un ortho tuilé de quelqu'un d'autre, vous remarquerez cette différence dans l'équilibre des couleurs. Je vais faire un clic droit sur la couche Raster 4 où j'ai importé tous ces fichiers, aller dans Propriétés en bas, puis désactiver l'option Activer le découpage linéaire en pourcentage. Désactivez cela et cliquez sur OK et vous verrez que cela équilibre toutes les couleurs du fichier de tuiles. Ainsi, vous pouvez visionner attentivement l'ensemble de ces contenus de cette manière. Laissez-moi zoomer un peu. Bien sûr, souvenez-vous, il y a toujours cet écart de pixels dont j'ai parlé, mais c'est simplement une façon de tuiler les orthos pour les utiliser dans différents logiciels de CAO. J'espère que tout le monde qui essayait de suivre a pu le faire. Et maintenant, nous allons passer à notre dernière section ici, une exportation de mail sous Linux. Donc, il s'agit de la partie D à la page 51 pour commencer. Je pense que nous avons hésité à ajouter ce format comme option d'exportation pendant plusieurs années, tout simplement à cause de ses limitations. Mais il y a tellement de clients qui dépendent totalement de ce format. Ils ont besoin de cette exportation, mais vous êtes vraiment limité par la taille que vous pouvez exporter avant que tout ne commence à se détériorer. Donc, vous ne pourrez pas créer un fichier LAN-XML avec un jeu de données vraiment très dense. Je vais cliquer sur le filtre Live View ici en haut et ensuite, je vais simplement faire un rapide balayage des données. Je vérifie juste que tout fonctionne toujours. Nous avons, je ne sais pas, il y a bien plus de 100 millions de points. Des points, peut-être 150 millions de points. Il n'y a aucune chance que vous puissiez créer un fichier LandXML à partir de tous ces points. Même si vous ne prenez que les points du sol, ce qui est généralement le cas, il n'y a aucune chance de pouvoir traiter 50 millions de points. Ce que nous devons faire en premier, c'est réduire la densité des données afin de les ramener à une quantité appropriée. Ainsi, nous pourrons effectivement créer un fichier LandXML. Je vais désactiver ma couche raster. Regardons uniquement les données ls. Cliquez sur la tâche Pointe en haut, puis dans votre groupe PCT que je vous ai donné, cliquez sur l'option Ground Thinning
et cliquez sur les paramètres PCT actifs. Et en gros, je choisis une taille de cellule d'1 pied et je fais essentiellement un échantillonnage à 10 points par pied carré ici. Dans ma classe de destination, dans ce cas, je l'ai défini sur Withheld. En général, on utiliserait les points clés du modèle pour cela, mais je vais passer à cette option. Cliquez sur OK. Cliquez sur OK ici et voyons où je vous ai demandé d'exécuter cela. Et allons-y, exécutons cela pour le projet. Donc, j'ai défini mon jeu de données LAS en lecture seule, donc si vous voyez cela, ne paniquez pas. Cliquez sur OK. Cliquez sur l'onglet Fichier LAS en bas. Voyez-vous comment tous les fichiers LAS ont ce petit cadenas rouge dessus? Si vous double-cliquez dessus, en fait, je vais simplement faire un clic droit sur la couche en haut ici et ouvrir tous les fichiers en lecture-écriture. Il me dit simplement « Et tu ouvres ces fichiers en lecture-écriture ». Vous êtes en train de modifier les fichiers. Assurez-vous simplement que cela vous convient. Cliquez sur OK. Mais si vous double-cliquez sur les tuiles individuelles ou les fichiers individuels sur le bouton de verrouillage, vous pouvez les déverrouiller et les verrouiller de cette façon. Aussi, il y a cette petite icône de cylindre à gauche de cela. Si vous double-cliquez dessus, cela active ou désactive également l'affichage de ces fichiers individuels. D'accord, lançons cela par couche active. Ceci devrait aller assez vite. Et ensuite, après avoir lancé cela, nous allons simplement regarder dans l'Asval Analyst pour voir combien de points ont été placés dans le drapeau des points clés du modèle. Alors, cliquez sur OK. Allez dans Projet en haut à gauche. Cliquez sur Last File Analyst ici. Je vais faire un clic gauche sur la ligne, faire un Ctrl A, puis cliquer sur Scanner. Ensuite, je vais simplement faire défiler vers la droite jusqu'à ce que j'arrive à mes différentes classifications de lignes. Et il y a une section pour les drapeaux et voici mes points clés du modèle. J'ai donc vraiment considérablement réduit la densité des données par rapport au départ. Je suis donc passé de 50 millions de points. En fait, c'était même bien plus que ça au début. Laissez-moi juste revérifier mon paramètre PCT ici. Oui, point d'entrée et sol. Donc, je suis passé de 50 millions de points à environ 10 millions de points. Cela va donc nous aider lorsque nous allons générer ce fichier MEL Linux. On voit juste ici. Donc, allons-y et ce que nous allons faire, juste pour nous faciliter la tâche, c'est exporter un fichier de sous-ensemble. C'est simplement pour s'assurer que nous avons suffisamment de points pour ne pas rencontrer de problème lors de cette exportation. Donc, allez dans Projet en haut, cliquez sur l'assistant d'exportation, sélectionnez pour type d'exportation, point et format d'exportation, filtre de points d'entrée LAS. Changez cela en double-cliquez ici sur la ligne du sol, puis cliquez sur Ensemble de points clés du modèle. Si je vais trop vite pour certains, faites-le moi savoir. Je vais cliquer sur OK ici, d'accord. Donc, c'est réglé. Je vais donc cliquer sur OK, puis sur Suivant, et je vais simplement dessiner. On va dessiner à nouveau comme on l'a fait jusqu'à présent. Je vais faire une petite fenêtre de sélection. Je vais dessiner une petite zone ici autour du petit mur, du petit quai de chargement là-bas. Cliquez sur Suivant. En fait, j'ai cliqué sur Retour. Oui, ça devrait aller. Tous ces paramètres devraient être corrects. Ensuite, il suffit de choisir un emplacement pour enregistrer ce fichier LAS. Je vais simplement l'appeler LAS. MKP, enregistrer, puis terminer l'opération. Et j'ai configuré pour que ça aille dans le gestionnaire de tâches, donc ça va aller là-bas. Ça devrait aller très vite. C'est un petit sous-ensemble que nous traitons.
Voilà, c'est déjà terminé. Je vais cliquer sur terminer le travail. Oui. Et je devrais avoir mon petit sous-ensemble. Laissez-moi regarder où j'ai exporté ça. J'ai oublié de cliquer sur insérer les sorties dans les cartes, mais je peux facilement naviguer jusqu'à cet emplacement. Je vais cliquer sur la boîte de dialogue Ajouter des fichiers en haut. Allez-y et naviguez jusqu'à l'endroit où je l'ai créé. Vous pouvez voir que je viens de créer un fichier de 30 mégaoctets à partir d'un, vous savez, ce jeu de données est en fait bien plus grand. Voilà, notre petit sous-ensemble est là. Donc l'année dernière, quand nous avons fait cela, nous n'avions pas la possibilité de référencer des lignes de rupture pour faire cela. Exporter un fichier XML Linux, je vais donc cliquer là-dessus. Et laissez-moi activer mes lignes de rupture de mur pour que vous puissiez voir cela dans la zone d'exportation. Cliquez sur Exporteur Linux XML en haut, filtre de point d'entrée. Peu importe si nous faisons référence à ce fichier, la couche Slide 2 que je viens de créer, car nous avons déjà effectué l'éclaircissement. Mais disons que vous faisiez référence à votre nuage de points d'origine et que vous aviez déjà fait votre éclaircissement. Vous cliqueriez sur le filtre de points d'entrée, puis vous choisiriez votre classification du sol ou peut-être les points clés du modèle que vous avez défini ici. Donc, vous feriez quelque chose comme ça. J'ai déjà fait tout cela dans l'exportation de fichiers que j'ai réalisé. Donc, je vais cliquer sur Annuler ici. Je n'ai donc pas vraiment besoin d'appliquer le filtre de point d'entrée pour cela. Ensuite, je vais activer l'application de ligne de rupture pour ce mur. Utiliser l'application de ligne de rupture. Je vais choisir le mur. Et vous savez, encore une fois, généralement, lorsque vous exécutez cette opération, vous choisiriez ici votre classe de tampon. Je n'ai pas vraiment de classe de tampon. Je ne l'ai pas incluse. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de données autour du mur. Je n'ai donc pas besoin de choisir cela pour ce scénario. Mais la seule chose que nous devons sélectionner, c'est l'utilisation de l'application de ligne de rupture. Cliquez sur le mur, cliquez sur OK, puis nous définirons notre emplacement de sortie. Vous pouvez définir ici le nombre maximal de points. Une fois que vous dépassez 1 million de points, les choses commencent à devenir vraiment lentes et vous pourriez rencontrer des problèmes avec le fichier. Gardez donc cela à l'esprit. Le fichier LinuxML ne s'agrandit tout simplement pas très bien en termes de taille. Je vais donc simplement choisir un nom de fichier. Je vais simplement l'appeler Export Linux ML. Cliquez sur Enregistrer puis sur OK et cela va s'exécuter. Cela devrait aller très vite car j'ai créé ici un petit sous-ensemble de données. Oh, j'ai eu un plantage. Mon prochain mail. Quelle version utilises-tu? Je ne vois pas cette option d'exportation Breadbone. Je suis au niveau 210. Je peux activer ce projet de loi expérimentale pour vous après la session et vous pourrez l'utiliser. Mais le dernier que ces gars-là utilisent, je crois, c'est le 202. Je vais donc rouvrir ce projet. D'accord. Faisons ça une dernière fois. Permettez-moi que je vais créer un sous-ensemble encore plus petit, juste pour être sûr que ça fonctionne, d'accord? Vous n'êtes donc pas obligé de suivre ça. Je vais faire ça encore plus petit, juste pour qu'on n'ait aucun problème. Et le format explose vraiment si le fichier est trop gros. Donc, il faut vraiment l'alléger pas mal et les lignes de rupture complètent vraiment la surface que vous créez. Je vais donc recommencer. Je vais réduire encore plus la zone de la fenêtre de dessin, celle qu'on regarde, peut-être quelque chose comme ça. On va juste l'appeler LAS MKP2. Enregistrer, terminé. Ça va aller très vite. Donc là, je regarde une zone encore plus petite. Relançons ça. Voyons voir. Je vais donc repasser par les paramètres, activer ma ligne de rupture. Je vais activer Exécuter sur la surface plane. Correction de topologie. Je vais définir un emplacement de sortie. On va juste l'appeler LAN XML2. Enregistrer. C'est bon? Voyons si ça marche mieux.
Ah, j'ai aussi référencé la couche LAS, donc ça va probablement planter de la même façon. Voyons voir. Non, ça a été produit sans problème. Donc, une fois l'export terminé, il vous indique le nombre de points. Donc, avec cette toute petite zone dans le jeu de données réduit, on est déjà à 837 000 points. Il faut donc vraiment réduire cela pas mal. Encore plus que ce que j'ai déjà fait dans un scénario typique. Et voici le nombre de faces. Donc, même avec ce tout petit jeu de données, on dépasse déjà largement le million de faces ici. C'est donc vraiment beaucoup. Ça explose vraiment très vite. Donc, à la fin de cet exercice particulier, je vais vous parler de... Voyons voir un peu plus en détail ici. Je crois que j'ai débordé sur un autre exercice. Donnez-moi une seconde. J'ai fait référence donc à la page 52 en bas. J'ai mentionné l'application Linux Small Viewer juste pour voir comment cela a été fait. Certains d'entre vous ont peut-être déjà un logiciel pour importer un fichier Linux et tout vérifier, mais sinon je vais continuer et voyons voir. Allons à ce lien. C'est j'ouvre un navigateur, Carlson LonXML Viewer. C'est ça. Oups, ce n'est pas le bon. Et là, ça vous amène simplement sur lenxml.org. C'est là que vous pouvez télécharger le visualiseur gratuit. Donc, je vais l'ouvrir et regarder le fichier land.xml que nous avons produit, ce fichier-là. Je vais simplement continuer. C'est le visualiseur gratuit que vous pouvez utiliser. Et on va dans Fichier, charger un LinuxML et on va ouvrir le fichier que j'ai produit. Cliquez sur Ouvrir. Vous voyez, c'est déjà ça à partir de ce tout petit dernier fichier qui était en fait beaucoup plus petit. Nous avons produit un fichier de plus de 160 mégaoctets. Cliquez sur OK. Et juste le format, enfin, les gens qu'on a dessus. C'est un format utile pour visualiser des surfaces, mais on voit bien que les performances ne sont vraiment pas les mêmes qu'avec LASDATA, c'est certain. Vous pouvez voir que ça tourne encore et encore juste pour essayer de charger ce tout petit fichier. Je crois que j'ai fait un fichier encore plus petit hier. C'est juste pour que vous n'ayez pas à attendre éternellement sur ce visualiseur. Voilà, c'est bon. Je vais terminer la tâche d'ici peu de temps. Allez surtout, revenir au visualiseur, charger et ouvrir le XML de terrain. C'en est un que j'ai fait hier. Je crois que ça a été très rapide. Voyons si je peux charger un fichier pour que vous puissiez le voir. Voilà. Bon, c'est un autre fichier. C'est le fichier de l'année dernière que j'ai fait. Comme ça, vous pouvez regarder. Laissez-moi... Quoi, un autre? Attendez, donnez-moi une seconde. Je pense que j'ai joué avec ça. C'est un fichier beaucoup plus petit. Jetons maintenant un coup d'œil à ce à quoi cela ressemble précisément. Essayons ce fichier à nouveau. Je vais juste essayer d'être un peu plus patient ici. Voyons voir. Cliquez sur Ouvrir. D'accord. Laissez-lui juste une seconde. Voilà un peu les bases. On a un peu vu comment créer ce modèle numérique d'élévation.
On a évoqué les lignes de rupture, comment on peut manipuler les orthophotos pour mieux les importer dans un logiciel de CAO. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez voir ou des questions à poser? Oui, Donc, pour le lit de sol 8, quelles spécifications cherchons-nous à avoir à 8 points par mètre carré? d'accord. C'est une très bonne question. Donc, si vous essayez d'obtenir 8 points par mètre carré, je vais aller dans la tâche de points, aller à activer les paramètres PCT pour la tâche d'éclaircissement. Donc, vous régleriez les unités sur pied. Vous avez dit pied ou mètre, mètre. Donc, vous mettez les unités en mètres ici en haut, une taille de cellule de 1, puis vous mettez 8 ici et c'est bon. Et donc, vous pouvez vérifier cela. Donc, si vous allez dans classification ici en haut, c'est un peu comme un Easter egg à trouver. Valeur aberrante. Sélectionnez, presque comme notre dernière couche, et je vais sélectionner Glass Layer 2 parce que je sais déjà que c'est un jeu de données déjà éclairci. Cliquez sur Estimer la densité de points. Vous pouvez voir à peu près quelle est la densité de points. Vous voyez, on est encore à 4,23 points par mètre carré ici, mais si on lançait ça, disons, lançons-le sur ce petit jeu de données. Créons la classe de destination. Ce n'est pas vraiment applicable, mais c'est synthétique. On va juste choisir tous les points. Maintenant, aussi, si vous avez médiane et aléatoire sélectionné, comment cela? Vous pouvez simplement faire aléatoire si vous voulez. Donc, je vais juste faire aléatoire. Je ne vais pas faire médiane. Je ne vais pas faire minimum parce que ça ajoutera au moins un point qui est minimum ou médian, peu importe le point que vous choisissez, puis les autres seront aléatoires. Mais faisons simplement aléatoire. Cliquez sur OK ici, puis nous allons aussi lancer ça sur notre dernière couche qui est un petit ensemble de données. D'accord, puis je vais retourner dans notre onglet de classification en haut, cliquer sur Outliers, Good Allies, filtre de points d'entrée de la couche 2. Je vais filtrer par point synthétique, ce que nous venons de faire. Cliquez sur OK, cliquez sur OK, et maintenant estimons la densité de points. Oh, on dirait que ce filtre ne fonctionne pas, n'est-ce pas? J'aurais dû le faire, à moins que je ne regarde la mauvaise chose. Très bien, allons un peu plus loin ici. Allons dans Exporter Assistant. Exportons en nous basant là-dessus. Attends une seconde. Laisse-moi vérifier quelque chose. Regardons. J'ai peut-être fait une erreur dans les paramètres. Non, ça aurait dû être bon. Oui, je pense que tout cela devrait bien se passer. Quand même, exportation rapide. As-tu lancé le paramètre sur la touche MK? Oh oui. Non, je pense que c'était aussi sur la dernière couche. Ça aurait dû l'être parce que c'était ma dernière couche active. Cela devrait être exact. Je fais un Ctrl plus A et si vous voulez marquer tous les points, réglez simplement sur synthétique et cliquez sur OK. Suivant. Ensuite, je vais simplement procéder par étapes. Suivant. Il suffit d'exporter à partir de ça, donc on va dire que c'est synthétique. Sauvegarder. Finition. Vous avez peut-être raison. J'ai peut-être fait le mauvais choix, mais voyons voir. Allons à valeurs aberrantes de classification. Voilà mon fichier synthétique. Eh bien, attendez une seconde. Pour être tout à fait honnête, je n'en ai absolument aucune idée. Pourtant, cela aurait très certainement dû être le cas. Ah, j'avais mis sur Phi. C'est là que je me suis trompé. Oui, oui. Donc, mettons ceci en maître.
Je peux même utiliser un autre indicateur cette fois. Faisons ce petit jeu de données pour gagner du temps. C'est pour ça. Et cliquons sur OK ici. Lançons le Read Writes là-dessus. Donc, on va double-cliquer dessus sur ce petit bouton de verrouillage. Ça va être très rapide. On va voir si ça fonctionne. Valeurs aberrantes. C'était bien le choix retenu, non? Voyons si ça marche. On s'est rapproché, Oui, c'est le cas. mais j'ai vu que c'était assez précis, donc ça peut être une façon de faire une vérification rapide pour voir quel est le point dans la ville. C'est un petit Easter egg. Merci. De l'avoir montré. Oui. C'est très utile. Mais en supposant que vous créiez un fichier XML d'atterrissage, c'est-à-dire de taille raisonnable, vous voyez, c'est juste un format encombrant. Donc, vous pouvez voir ce que vous avez créé dans ce visualiseur. On vient de jeter un œil à un que j'avais fait l'année dernière avec le XML d'atterrissage. Des questions ou des préoccupations, les gars, sur quoi que ce soit? Et quelqu'un a quelque chose? Très bien. Eh bien, merci d'être venu. J'espère que cela a été instructif. Merci donc d'avoir assisté à la conférence.